Salut tout le monde. Avant de commencer cet épisode enregistré en fin février, je tenais à vous inciter encore une fois à rester chez vous pendant cette période de confinement. Par respect pour le travail des personnes qui bossent activement à nous soigner et à nous nourrir pendant cette période de pandémie. Je ne peux également que vous inciter encore une fois à repenser à notre société, nos modes de consommation et nos industries et systèmes économiques qui ont un lien et une cause directe sur la situation actuelle et l'apparition d'un virus tel que le Covid-19. Prenez soin de vous et de vos proches, soyez des aventuriers et aventurières responsables, et bonne écoute à vous. Salut tout le monde et bienvenue dans Let's Talk Venture, le podcast des voyageurs, backpackers et aventuriers aux folles histoires. Je suis Tony et aujourd'hui je discute avec Céline, Eva et Fleur, trois amies backpackeuses que j'ai voulu réunir pour motiver d'autres meufs à se lancer dans l'aventure du solo trip. Ensemble, on discute de leurs premières expériences de voyage, de petits tips pour se lancer dans le backpack en solo, et enfin un festival d'anecdotes et d'histoires durant leurs aventures respectives. Je vous laisse donc en leur compagnie. Let's Talk Venture with Random Conversation. Et on est parti. Allez, alors, on va le faire en ordre alphabétique. Ok. Céline. Est-ce que tu vas nous expliquer ou là ça tourne déjà? Là ça tourne déjà. En fait, juste on parle et tout sera enregistré, c'est ça? C'est ça. Et après tu remets tout. C'est-à-dire ou tu coupes. Non, il coupe pas là, c'est déjà enregistré. Je coupe des blancs dans les moments où j'ai besoin de retrouver une question ou s'il y a un bruit à un moment donné qui arrive. Okay. Donc là ça enregistre et ça sera sûrement gardé. Ce sera quoi, tu dis? De quoi? Ce sera quoi? Ce sera sûrement gardé. Donc on est avec Céline. Bonjour. On va m'appeler Damien. Eva et Fleur parce que ça fait une belle suite alphabétique et ça me fait rire. Comment allez-vous? Très bien. Ça va. Bien. Un peu la gorge prise, donc si on m'entend pas clairement, c'est ok. D'accord. Ça marche. Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement, s'il vous plaît? Bien sûr. Du coup, Céline, grosse fan de musique métal et punk, essentiellement pour mes hobbies. Et je rentre de 3 ans de vie nomade, voilà, en France et ailleurs. Fleur, grande amoureuse de la nature et des rencontres. Je ne rentre pas de 3 ans de vie nomade, mais j'ai été plusieurs fois en backpackeuse un peu partout. Et moi, c'est Eva. Alors, si je commence à énumérer mes passions, je pense que ça peut faire l'objet d'un podcast à part entière. Moi, ça fait 1 an que je suis rentrée de voyage et donc 1 an que j'habite la belle ville de Lyon. D'accord, voilà. Cool. Et du coup, si je vous ai réunis aujourd'hui, c'était parce que je voulais faire un thème sur les backpackeuses en fait. Vu que vous êtes quand même 3 meufs hyper badass en fait, à vadrouiller par-ci par-là et à faire pas mal de backpack ou de solo trip, de ce que je pense avoir compris, j'espère, ne pas m'être trompé par rapport à ça. Et du coup, c'était quoi votre première expérience de solo trip qui vous a marqué? Je sais pas si ça m'a marqué, mais la première, ça a été l'été de mes 18 ans. J'avais un peu travaillé et je suis partie toute seule 1 semaine à Londres, 1 semaine à Édimbourg. J'avais envie de voyager et j'ai trouvé un billet d'avion. C'était le tout début du low cost, 8 €, un Nîmes-Londres. Je vais ok, c'est parti. Et c'est un peu comme ça que ça s'est fait rapidement. Et j'ai jamais eu l'impression de partir. Enfin, je sais pas. Je me suis pas dit, oh tiens, je pars toute seule ou quoi que ce soit. C'était juste, j'ai envie de partir à Londres, j'ai l'occasion, j'y vais quoi. Et voilà. Trop bien. C'est tout. Moi, c'était aussi à 18 ans et c'était aussi l'Angleterre, mais là, moi, je partais dans ma tête pour 1 an. Voilà, après le bac, j'avais juste l'envie d'aller vivre en Angleterre. Donc j'avais aussi des billets d'avion, mais pas low cost. C'était parti. Et moi, du coup, le premier voyage toute seule, c'était en Espagne. J'ai habité 1 an en Espagne, mais dans le cadre de mes études. Après, D'accord. le premier vrai voyage toute seule, c'était aussi à Édimbourg. Mais j'avais peut-être 22 ans. Et en fait, j'étais jeune fille au père et du jour au lendemain, ils m'ont dit qu'ils me laissaient toute seule dans la maison pendant 1 semaine. Et j'avais peur de m'embêter et du coup, je me suis dit, allez, je me rappelle que ça me faisait un peu flipper. Mais je me suis dit, allez, lance-toi dans un voyage toute seule, quoi. Trop bien. Voilà, j'étais partie en Écosse. Parce que moi, je me souviens que pendant une grosse partie de ma vie, en fait, j'osais pas trop partir
en voyage tout seul parce que, je sais pas, il y avait cette espèce de convention sociale de si tu pars en vacances, en fait, c'est pour partir avec tes amis et si tes amis sont pas dispo, bah du coup tu pars pas et du coup qu'est-ce que tu fais et du coup c'est... Moi c'était un peu par souci, c'était il y a vraiment pas longtemps en fait, c'était il y a 2 ans où je voulais absolument aller à un endroit en Chine parce que j'étais en Chine à ce moment-là et il y avait personne de ma classe qui était dispo à ce moment-là, tout le monde était en cours et moi j'étais tout seul à avoir un gros trou de genre 2 semaines en fait dans mon emploi du temps. Je me suis dit bon vas-y, vu qu'il y a personne qui est dispo, on y va quand même et au final c'était une trop belle expérience parce que du coup j'ai rencontré les gens dans le train, j'ai rencontré les gens à l'auberge, j'ai rencontré les gens sur le chemin de la randonnée, donc c'était trop cool. Voilà. C'était juste pour vous partager ça. Non, mais de toute façon, je pense que partir seul, c'est comme, il y a ceux qui vont pas au cinéma tout seul, il y a ceux qui vont pas oser aller au restaurant tout seul, ou alors acheter une vraie pâtisserie, ou enfin, quoi que ce soit. Et en fait, il y a des fois, après, je pense que ça dépend de la personnalité de chacun, mais il faut oser, parce que se couper de certaines aventures juste parce qu'on n'a pas quelqu'un à portée de main qui veut partir dans le même délire que soi, c'est nul en fait. Et on s'empêche de faire plein de choses. Donc. Et du coup, c'est quoi qui vous a... Enfin, vous avez des trucs drôles par rapport à ces moments-là où vous étiez en train de voyager tout seul? Des anecdotes Moi j'aime bien ce genre de choses. Moi, je pense à quand je faisais du stop. C'était il y a 1 an, je crois. Je descendais en stop en Espagne toute seule. Et donc, j'ai rencontré différents autostoppeurs. Et notamment un couple de personnes âgées qui sont vraiment pris d'affection pour moi. J'étais devenue leur petite poulette dans la voiture. Mais ils étaient vraiment, mais est-ce que t'as mangé aujourd'hui? T'as faim? T'as soif? Et j'étais non, mais tout va très bien et tout. Et là, ils avaient très envie de m'amener au McDo et de m'offrir le McDo. Wow. Et moi qui dans mes convictions ne vais plus au McDo et qui n'aime pas ce genre de nourriture, j'étais non merci vraiment, ça va bien. Mais on s'est quand même arrêté au McDo et ils m'ont supplié de prendre quelque chose. Mais vraiment, juste un McFlurry, juste un café. J'étais ok, bon, donc j'ai pris un thé au McDo pour faire plaisir à mes autostoppeurs. Ouais. Et sinon aussi avec la nourriture, quand j'étais au Népal, j'avais été invitée à manger chez un moine. Et là, parce que une Française venait de loin et tout, il avait préparé un plat avec de la viande, alors que eux ne mangeaient pas de viande. Et que moi aussi, je suis végétarienne, mais que pour me faire plaisir, ils avaient préparé quelque chose avec de la viande. Et voilà, je crois que c'est souvent culinaire finalement les anecdotes qui peuvent marquer. Moi j'en ai une du même registre. Je suis allée en Indonésie l'automne passé, il y a 1 an et demi. Et du coup, tous les petits déjeuners, on avait des œufs. Et là, c'était tu verras, j'ai mis des épices européennes. C'était du fenouil. J'y suis allergique. Donc, c'était pour me faire plaisir. Et mon plat était devenu dangereux pour moi. donc voilà, ça fait partie de ces moments. C'est quoi le fenouil? C'est une plante qui ressemble à la nette, qui est légèrement anisée. Ok, donc on a un moyen de pression sur toi. Exactement. Mais je le reconnais très bien parce qu'il a un goût très fort. Donc, c'est vrai. Ça va. Et les allergies comme ça, j'avais découvert que j'étais allergique à un fruit, une espèce de framboise rouge chinoise qui a un goût assez fort. Et en fait, je mangeais ça, je me disais, c'est bon, dis donc, c'est bon. Ça picote les lèvres quand même. Ça picote, dis donc. Ça va pas en fait. Et du coup, c'est juste, par chance, j'avais des médicaments d'urgence dans ma poche, donc ça allait. Toujours avoir ce genre de médicaments avec soi. La catastrophe. Et toujours avoir du papier toilette aussi. Ouais, c'est vrai. Moi, une petite anecdote. Enfin, je sais pas si c'est rigolo ou pas. Enfin, sur le coup, non, je rigolais pas trop. Mais dans les transports en Bolivie, je me rappelle, souvent les gens ils conduisent comme des malades. Et il y a une nuit, on a pris le bus, mais c'était horrible. Enfin, moi, j'avais des nausées. La route, c'était pas une route, c'était complètement défoncé. Et genre à minuit, j'étais à moitié en train de dormir. Le mec s'arrête enfin pour aller aux toilettes parce que plus personne n'en pouvait. Et en fait, moi je me réveille vraiment, j'étais dans le coltard. Et là, il crie bagno, genre les toilettes. Et tout le monde baisse son froc et se met à pisser sur le bas-côté de la route. Et je regarde par la fenêtre et je me dis non, meuf, en fait, rendors-toi. Ce que tu viens de voir. J'ai fermé le rideau et puis j'ai lâché prise parce que j'en pouvais plus en fait. C'était terrible. Moi, c'est plus des histoires de toilettes un peu. Des trucs comme ça. En Inde. T'as bu de l'eau aussi? Hein? T'as bu de l'eau en Inde? Non. Ah, non. D'accord. C'est comment ils font? Enfin, ils font bouillir l'eau en Inde, c'est ça?
Moi, je prenais que l'eau en bouteille, mais... D'accord, ok. Sinon, ils l'ont fait bouillir. Mais je pense que, Oui. je pense que oui, ils la font Oui. bouillir, J'imagine, comme ça, ouais. pour la plupart. J'avais cette histoire-là un peu en Chine aussi, je savais pas qu'ils faisaient bouillir l'eau en fait, et moi j'avais une bouteille en plastique, et c'était mon premier jour de cours en fait sur le campus, et apparemment il y avait des distributeurs d'eau en fait, d'eau potable, donc je m'approche du truc, je mets ma bouteille, là j'enclenche le machin, et en fait c'était un distributeur d'eau, mais qui sortait l'eau en fait à température bouillante, c'est-à-dire à 90 degrés. Ok. Wow. Donc là, et là, je sens mes doigts et je vois la bouteille qui d'un seul coup qui fait qui se rétrécit sur la main. Et là, je lâche tout d'un seul coup. Je m'ébouillante la main, les fringues. Donc, je suis trempé d'eau bouillante et en même temps dehors il pleut. Et là, je me dis, bon, bah, ok, je le saurai pour la prochaine fois. Je vais prévenir les autres quand même. Dites, les gars, l'eau, elle est bouillante quand même. Oui, c'est normal. Du coup, je me suis acheté une gourde à ce moment-là. C'était bien. Comment ça... Est-ce que ça vous a fait peur le fait de commencer à voyager tout seul au départ? Ou vous vous êtes dit non, juste allez, on y va, on s'en fout, on tente? Pour moi, c'était super excitant parce que j'avais vécu 18 ans de ma vie dans une petite campagne où il n'y avait rien d'intéressant à y faire de mon point de vue de l'époque. Et là, je me disais, allez, quand j'aurai 18 ans, majeur, je ferai ce que je veux et je partirai. Du coup, c'était vraiment en mode waouh, je peux tout faire. Donc, pas de peur vraiment. Moi, vu que j'ai commencé seule et après j'ai continué seule, sauf les petits voyages en famille. Il y a juste une fois où, par contre, je suis partie voyager avec des amis et j'ai jamais autant stressé de ma vie. En mode, il va falloir faire des concessions, mais comment on se met tous d'accord sur ceci, sur cela? C'est pas possible, la vie en communauté, ça demande beaucoup d'organisation. Et au final, on a tellement de liberté quand on est seul, on peut changer notre planning du jour au lendemain, on peut, si on sent pas un plan, on peut dire stop. Et il y a personne qui va nous pousser. Et donc, non, moi je trouve que c'est plus à plusieurs qui est stressant que seul. Et vu que j'ai commencé seule, je me suis pas posé toutes ces questions. Ouais, moi c'est plutôt un stress stimulant en fait. Enfin, il y a un petit truc qui me fait vibrer, mais la seule fois où j'étais un peu stressée, mais ça a duré peut-être quelques heures, c'est quand j'étais partie dans l'idée de partir 1 an toute seule. Et je me rappelle, je suis montée dans l'avion et là, la grosse descente de stress, du coup j'étais malade tout le trajet, parce que aussi je venais de rendre mon appart, genre en 10 jours j'ai dû faire tout lâcher en fait, et j'ai littéralement sauté dans l'avion. Et là je réalisais l'ampleur du truc, je me dis putain en fait meuf t'es partie pendant 1 an, t'as pas de plan, t'as rien. Et là c'est le coup de stress. Et je m'en rappelle, après j'ai dû traîner 2 heures dans l'aéroport de Buenos Aires, je me dis en fait qu'est-ce que je fais et tout, tu vois, j'osais pas trop sortir de l'aéroport. Et après une fois que j'ai enclenché le truc, non, la peur elle est pas restée. Ça s'est passé comment du coup pour enclencher le truc? De quoi? Ça s'est passé comment pour enclencher le truc du coup? Bah c'est un truc qui est venu tout seul en fait. Enfin je me suis dit bon bah là c'est bon, motive-toi et prends le bus et puis lance-toi quoi. Prends le bus au hasard? Non mais parce que je pense que ça m'a rassuré. C'est lequel qui part en premier? Allez, allons-y. Ça serait trop bonne idée pour partir. Non mais si c'était possible. J'avais pris les renseignements pour aller rejoindre le centre-ville en fait. D'accord. Mais j'étais un peu, c'était un peu une paralysie, c'était bizarre, c'était la première fois que ça me le faisait. Mais après non, Et du coup, t'avais vraiment rien d'organisé? C'est-à-dire j'avais réservé une nuit en couchsurfing avec une fille que j'avais contactée, mais juste une nuit en fait. Okay. Et après non, j'avais pas organisé grand-chose. C'est pas mal déjà. Il y a au moins une étape de réserver. Ouais, voilà. Bah, surtout dans les grandes villes, je trouve que ça peut vite devenir compliqué de se loger. Enfin, il y a toujours moyen de trouver des auberges de jeunesse, mais voilà, les villes comme Paris, on va dire que peut-être que les gens ils sont moins enclins à offrir spontanément l'hébergement. Du coup, j'ai 2 questions. Ou t'avais une question? C'est pourquoi l'Angleterre et pourquoi Buenos Aires du coup? Comme choix. Alors moi, c'était juste le seul voyage que j'avais fait à l'étranger dans ma vie, ça avait été Londres avec un voyage scolaire à 14 ans. Et à 18 ans, j'ai voulu y retourner. Et le pays d'après, moi, ça a été, je pars m'expatrier 1 an et demi au Canada. Donc, pourquoi il y a l'accessibilité de la langue. Pour l'Angleterre, on apprend l'anglais à l'école. Alors que c'est vrai qu'à ce moment-là, je ne me serais pas vue partir en Russie. Peut-être à tort. Mais oui, je pense que même si
à la sortie de l'école, en fait, on parle pas anglais, hein, on s'en rend bien compte quand on arrive là-bas. Il y a ce côté un peu rassurant, c'est une culture qu'on connaît quand même un petit peu via la télé, via plein de choses. Ouais, je rejoins Céline sur le fait que ce soit proche d'ailleurs de la France. Ensuite, qu'on ait appris l'anglais. Moi, j'étais jamais partie en voyage scolaire en Angleterre et du coup, ça me donnait encore plus envie. Et il y avait toute cette mode un peu quand on était jeune, d'avoir des draps Londres, des cabines téléphoniques, des posters avec Big Ben, alors que pourquoi? Et voilà, peut-être un peu tout ça qui ont fait que ah ouais, l'Angleterre. Non mais même moi à ce moment-là j'étais partie, parce que bon ça fait 12 ans, hein, j'étais partie sans téléphone portable, donc j'avais appelé depuis une cabine téléphonique rouge. Wow. Et je suis trop fière de ça, tu vois, c'était juste ouais, je m'en suis servie. Ça coûte plus cher pour appeler la France depuis ces cabines-là? Je connaissais pas le prix pour appeler localement, donc je ne sais pas. J'ai mis mes pièces dedans, après j'ai pas appelé longtemps. Moi, je crois que l'Espagne, enfin à Buenos Aires c'était un autre voyage, mais je crois que l'Espagne c'était un peu les mêmes raisons que vous. En fait, j'ai appris espagnol en deuxième langue, et puis c'était voilà le truc facile entre guillemets, c'est à côté de la France. Voilà, un truc européen, c'est quand même une autre culture, mais tu restes dans une culture européenne quand même. Quoi. Et peut-être ce plan de secours de se dire si ça va pas, la France c'est à quelques heures, je suis pas en Australie. Ouais. Du coup, c'est quoi vos tips pour conseiller aux autres meufs de se lancer? Commencer par un pays à côté. Pour se lancer, pour voyager tout seul, ouais. On dit, ouais. Moi je pense comme tu disais, peut-être qu'avant de partir en voyage, peut-être juste les gens qui savent même pas aller au cinéma tout seul, enfin ou qui peuvent pas, peut-être commencer par des trucs un peu rester dans ta zone de confort mais le faire tout seul quoi. Peut-être tu peux faire une rando que tu as déjà faite, voilà, aller au cinéma et peut-être qu'après envisager un voyage, mais y aller peut-être en douceur. Après ça dépend des personnalités aussi, il y a des gens, moi je sais que j'ai besoin de vivre des choses intenses et brutalement, mais peut-être que ça convient pas à tout le monde, donc ouais. Pour traverser le monde, moi j'ai juste un conseil matériel, la coupe menstruelle. Parce que c'est juste devoir acheter des protections dans certains pays, on connaît pas la langue, on sait pas comment ça se dit, on sait pas comment c'est tabou dans la culture, on sait pas où aller le chercher. Non, on simplifie les choses et puis voilà. Donc conseil purement matériel et féminin, mais je pense qu'il faut y penser avant de partir aussi. Voilà. Peut-être après il y a des séries ou des vidéos sur YouTube qui peuvent donner envie. Waouh, comment faire sa valise trop facilement et mais en fait on apprend. Oui. On prendra trop de choses à chaque fois. Oui. Et puis. Et après juste suivre ses envies, et quand on était petit où est-ce qu'on avait envie de partir, pourquoi on le fait pas finalement. Et se dire allez, c'est possible et ça va m'apporter bien plus que de me forcer à aller dans un travail que je n'aime pas. Mon conseil pratique pour tout le monde, c'est de prendre du papier toilette. Ça marche toujours. Ouais, papier toilette et petit savon. Oui, aussi. C'est toujours utile. Et du coup, moi j'aime bien expliquer. Moi aussi, j'ai raconté cette espèce de cheminement step by step pour arriver à commencer à voyager tout seul. Moi j'ai eu la chance en fait de partir en fait dans une espèce de truc organisé vraiment où c'était un Erasmus à l'autre bout de la terre quand même, mais qui au moins était vraiment organisé, où même le tout début en fait j'avais jamais pris l'avion de ma vie déjà à ce moment-là, où c'était déjà un gros step de se dire bon vas-y on part pour 12 heures pour partir de l'autre côté de la planète, mais près des origines quand même. Et ensuite, même l'hôtel, tu vois, c'était même pas moi qui avais réservé le machin, c'était des amis qui partaient en même temps que moi, qui avaient tout réservé, qui m'avaient dit nous on est réservé à cet endroit-là, tu peux venir avec nous, on est dans cette chambre, on peut réserver avec toi, ce genre de choses. Voilà l'adresse, une fois arrivé à l'aéroport, tu montres juste le papier, on t'amène directement là-bas. Et donc c'était vraiment un cheminement, déjà arrivé dans un autre pays, au moins je suis pas tout seul, ça va, ça se fait progressivement. Le premier voyage qu'on fait, c'est organisé par l'école, ça va. Ensuite, le deuxième voyage, c'est organisé par des amis seulement. Le troisième voyage, c'est moi et un ami qui l'organisons tout ensemble, mais qui n'avons pas exactement l'habitude de faire ce genre de choses. Et le dernier truc, vas-y, on tente, au bout de 6 mois, vas-y, on y va solo. On tente le truc. Et voilà, c'est long, enfin, il faut du temps pour essayer d'arriver à faire ça, mais ça a marché, donc ça marche au final.
Bah, je pense qu'après, il faut savoir pourquoi est-ce qu'on se retient de faire quelque chose, de quoi Ouais. est-ce qu'on a peur, et est-ce que c'est des choses, déjà, on n'oserait pas faire à côté de chez soi. Si on a peur de, effectivement, aller à l'autre bout du monde, si c'est des choses très bêtes qu'on n'oserait pas faire à côté, ça va être bloquant. Mais moi, j'ai eu une autre expérience, j'ai failli faire une Into the Wild au Canada, et à un moment donné, je me suis dit, il y a peut-être des choses, j'aurais dû y penser avant, notamment aller traverser la forêt sur le verglas toute seule, sans rien, et vraiment, à un moment donné, j'ai vraiment eu une vision de moi de loin, en mode, là, tu te fais une cheville, tu te fais bouffer par les loups, en fait, parce que t'as rien prévu. Et donc, il y a un peu ce côté en mode, ouais, il y a des fois, c'est peut-être bien aussi d'avoir des peurs et de se raisonner, et juste de les prévoir et de les... Enfin, je pense que c'est en connaissant ses peurs aussi qu'après qu'on peut avancer et trouver les solutions pour avancer tranquillement. Et chacun à son rythme. T'as pas croisé des loups au final? Non. Non, mais je pense que les loups, on les croise pas tant qu'on est entier. C'est ça. Tant qu'on est encore mobile. Non, ça reste des animaux peureux. J'ai pas croisé beaucoup d'animaux d'ailleurs ce jour-là, mais non, il y a vraiment ce moment où je suis vraiment du genre à vous préférer être toute seule, et puis il y a des moments où on se dit, ce serait peut-être bien qu'il y ait quelqu'un pas très loin au cas où. Donc voilà. Ce jour-là, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y a certaines situations où la solitude peut être risquée. Quoi. Ouais. Mais on est en plein milieu d'une forêt. Est-ce que du coup, dans vos années de backpackeuse, vous avez un moment qui vous a marqué, soit positivement, soit négativement, mais surtout par rapport à une émotion en fait, en vous disant, ça c'est cool. Ça, là, ma vie, elle est cool quand même. Ou là, ma vie, elle est vraiment chier. Moi, je peux revenir au moment où on fait du stop. Le moment où on nous prend dans une voiture et on nous amène super loin. C'est wouhou, je fais ça et je sais pourquoi. Et c'est trop bien de voyager de cette manière et de rencontrer des gens et de le faire avec le moins d'argent possible. Et aussi les moments où tu vas rester 1 heure sur le bord de la route, qu'il fait chaud, qu'il fait trop froid, qu'il y a de la pluie, que personne ne nous prend, tu sais pas trop où t'es. Et c'est là... En fait, c'est bien comme tout le monde. Prendre l'avion, et puis tu sais où t'arrives, puis t'as un hôtel au moins. Là, tu vas aller demander chez les gens, mais... Ouais, donc un peu les montagnes russes, des sensations de faire du stop et d'essayer aussi de demander le logement. Je sais que je l'ai fait une fois aussi. Je m'étais dit, ça allait être simple, et finalement, non. En Espagne, les gens ne voulaient pas que je dorme dans leur salon comme ça. Et au final, je me suis retrouvée à dormir sur une table dans un bar, après avoir demandé au gérant. Mais c'était waouh, ça c'est cool. Mais d'un autre côté, je serais quand même bien dans un lit. Voilà, je pense qu'il faut tester, voir ce qui nous correspond. Moi, niveau émotion, la plus belle émotion de ma vie, c'est quand je suis partie sur l'île de Terre-Neuve au Canada. Déjà, j'ai voulu partir parce que enfant, j'avais des Terre-Neuves. Que sur une map monde, j'avais vu qu'il y avait une province qui s'appelait Terre-Neuve et une autre Labrador, et je me suis dit un jour dans ma vie j'irai là-bas. Je savais pas à quoi ressemblait, je savais pas que c'était au Canada, j'en savais rien, mais c'était un peu, il y a des noms de chiens, ça doit être forcément génial. Terre-Neuve, c'est un nom de chien? Ah oui, et c'est le plus beau chien du monde. D'accord, je sais pas. Tu vois Saint-Bernard? Non. C'est un très gros chien à poil assez long et tout noir, un gros ours. Quoi. D'accord. Je faisais du poney dessus quand j'étais enfant. Et du coup, je vais là-bas et j'apprends, on est sur la vallée des icebergs, il y a des baleines, il y a des macareux et il y a des caribous. Bon, moi, c'est bon, je suis chez moi. Et la première baleine que j'ai vue, j'ai pleuré pendant 15 minutes. C'était juste en mode, là, je suis en haut d'une montagne, j'ai fait de la randonnée, j'arrive en haut, je vois la mer, je vois une baleine. Bon, ok, là, voilà, c'est ça, c'est pour ça que je voyage, quoi. Donc, voilà. Et c'est le plus beau voyage de ma vie. D'accord. Ouais, j'étais en train de réfléchir, il y a plein de moments en fait, mais je pense que c'est un peu les moments similaires au stop dont tu parlais, Fleur, les up and down. Je me rappelle une fois, on a fait une rando, on était parti pour quelques heures, au final on est parti à 9h du mat, on est rentré à minuit. On avait failli se faire bouffer par les chiens. Bref, ce serait très long à raconter, mais oui, il y avait plein de moments où à un moment on s'est perdu. C'était un peu dans la jungle. C'était un peu flippant. Non, attends, tu pourras couper celui-là. J'en ai une autre. Encore mieux. C'est une rando.
où on est parti à 2h du matin et on est rentré à 6h le soir. Et on a failli se perdre, moi je suis tombée, je me suis fait super mal au genou. Vous êtes parti à 2h du matin? Ouais, et on est rentré à 6h après. 6h du matin ou 6h du soir? Non, 6h du soir. 18h? Ouais, parce qu'en fait on s'est perdu et c'est autre truc dans la jungle. Vous avez fait 16 heures de rando? Ouais. Bah on était parti pour... Non, mais c'était un truc de fou. Encore on avait pris de l'eau, de la bouffe, parce qu'on savait que ça allait être chaud. Mais en fait, c'était hyper... Enfin moi à un moment j'ai eu peur parce que je sentais les énergies de la jungle et je sentais qu'il y avait des animaux et que je sais pas s'ils nous observaient ou pas, mais j'ai senti qu'ils étaient tout près. Et du coup, mais après voilà, quand on est rentré, on était vraiment lessivés, crevés. Moi j'arrivais même plus à marcher. Mais on était trop heureux, qu'on avait trop la patate. Et c'est ce mélange de peur. Enfin voilà, quand il y a plein d'émotions comme ça sur une journée, c'est bien intense. Moi c'est plus par rapport au rando en fait, peut-être les open down, les randos pas très bien préparés. Ah bah moi c'est clairement en trek, planter ta tente dans la forêt, les premières nuits t'entends plein d'animaux que tu connais pas, je vais pas dormir, hein, je peux pas dormir, c'est pas possible, je sais pas d'où ils viennent ces bruits. donc ouais, à ces moments-là on se demande vraiment ce qu'on fait là et si on va pas se faire bouffer, mais sinon on apprend hein, à pas stocker la nourriture dans la tente avec soi, à pas faire tout ça. Mais... Ça a l'air d'être une bonne anecdote ça. Bah, il s'est rien passé. Ah, d'accord. Donc, non, il s'est rien passé. C'est juste, on écoute les tips et après, il faut se rassurer. Il faut se dire qu'il y a plein de gens qui arrivent à le faire. Il se passe rarement en fait des accidents, surtout au niveau des ours et tout ça. C'est pas vrai, ils viendront pas te voir, ils ont peur. Hein. Mais voilà, c'est juste ne pas dormir à cause des bruits, parce qu'il y a des piafs qui font du bruit à partir de 3h du matin. Et à ce moment-là, je sais pas pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire ça, j'en suis pas capable, je dors pas. C'est pas possible. Mais bon. Et après, on est émerveillé 2 heures après par un paysage et on se rappelle, ah si, c'est pour ça que je fais ça. Donc voilà, tout le temps en dents de scie. Mais moi, j'ai peur de tout le monde, donc je fais pas de stop, je marche beaucoup. Donc après, voilà. J'en fais parfois, mais c'est vrai que je suis vraiment du genre à limite refuser les voitures parce que moi, j'ai vraiment peur de tout. Des gens, principalement. Donc voilà. Mais pas des ours? Non. Ah, ça c'est bien j'ai ça. plus peur des humains que des ours. Ça me fait penser à ce que tu disais, Céline. Enfin, j'ai pas les chiffres exacts, mais par rapport au sentiment de la peur, j'avais lu que, je sais pas, on va dire peut-être des 3/4. Enfin, même, je crois que c'est plus des choses dont on a peur, en fait, elles se passent avant tout dans notre tête. Ouais. Et comme tu dis, en fait, au final, il se passe rien. Enfin, oui, les accidents, ça peut arriver, mais c'est une infime partie. Ouais. Enfin, en fait, la plupart du temps, tout se passe bien, quoi. Mais c'est vraiment les films, les projections qu'on fait, qui sont même plus forts que le réel. Et moi, je suis persuadée... Enfin, un autre tip, peut-être, je reviens sur ta question que j'ai donnée pour le voyage, c'est que moi, pour l'avoir expérimenté, pour moi, vraiment, on crée notre réalité. Donc, c'est-à-dire que si j'appréhende un truc, je suis quasiment sûre que ça va arriver. Enfin, je sais pas si vous l'avez vérifié. Non, mais oui, je vois dans très mon bien. voyage. Et en fait, moi, je partais du principe... Bon, après, j'ai mes petits gris-gris, tu vois. Mais je pars du principe... Enfin, oui, ça se voit pas au podcast, mais c'est une petite pierre que je porte qui me protège. Et... oui, que tout allait bien se passer tout le temps, quoi. Et même dans les moments de galère, je me dis, bah en fait, je me suis remise à l'univers, je vois pas pourquoi il m'a fait de travers, quoi. Donc juste vas-y, et puis voilà. Puis il y a ça, puis au final, t'as pas plus de chance d'avoir un souci en voyage qu'en restant chez toi. Enfin, il y a aussi ce côté, je sors dans la rue, je peux me faire faucher, je peux me faire agresser en France ou ailleurs, et je vais pas m'arrêter de vivre parce qu'un accident peut arriver, parce qu'un moustique peut avoir un virus, parce que voilà, faut pas être inconscient, mais au bout d'un moment, on continue à vivre et ailleurs ou ici, en fait, le monde il est à peu près partout pareil, avec les mêmes risques. Et on peut aussi se rendre compte qu'ailleurs, plutôt que ici, là où on vit, on se découvre des capacités d'adaptation et de créativité dans plein de situations où chez soi on se dirait bon je vais demander à des amis ou à mes parents qui sont là ou... Et ailleurs, non, t'es tout seul, donc tu dois te débrouiller par toi-même et tu vois à quel point pour toi aussi, c'est possible d'aller voir des gens dans la rue et de leur poser des questions. Pour toi aussi, c'est possible de trouver des moyens de te dépatouiller. Et puis, moi, je me souviens qu'il y avait ce truc de ok, si je vais pas vers les gens, je resterai toute seule. Est-ce que j'ai envie que cette expérience de mon voyage que j'ai tant attendu se finisse en un truc en fait, j'étais timide, je suis restée dans mon coin et j'ai rien fait. Non, j'avais envie par la suite d'avoir des aventures, des expériences à me souvenir et à raconter. Et du coup, c'est ce truc de allez, je vais vers les gens,
Et quand on ose faire quelque chose, c'est très rare qu'on nous reçoive pas. Non, mais il y a vraiment ce côté où aller faire chez les gens, il y a une partie, je l'appréhende, mais à côté de ça, le coach surfing, j'en fais tout le temps quand même. C'est parce que ça reste. Je sais que moi, quand j'avais un appartement à Paris, j'ai constamment des demandes, il y avait tout le temps des gens chez moi, forcément, mais parce qu'en fait, c'est enfin, ça me paraît naturel. En fait, j'aime bien cette situation, t'imagines, tu rentres chez eux et tu fais qui vous êtes? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais il y a tout le temps des gens qui ont les clés de chez moi, mais parce qu'en fait, je sais pas, juste avoir. Ça me paraît naturel et il y a aussi aller chez les autres. Il y en a plein qui m'ont dit oui, mais en tant que fille, le coach surfing, je sais pas comment ça se passe en tant que garçon, mais j'ai pas eu plus de soucis que ça. Sauf directement sur le site des propositions, mais dans ce cas-là, on les écourte et puis c'est bon quoi. Donc, non, je sais pas. Pas plus que dans un bar quoi. Ouais, ça me fait penser, moi c'est une pote à moi qui m'avait dit ça et du coup j'en parle souvent dans le podcast, c'est un dicton une manière de penser dans le voyage. C'est en fait si c'est un fail ou si t'as une merde qui t'arrive, au final ça fait une bonne histoire en fait. Et ça c'est trop cool en fait à voir ça comme ça parce que vraiment et au final même quand tu repenses au voyage que t'as fait, ce qui est cool c'est qu'au moins tu te souviens que des points positifs. Et même s'il y a des points négatifs, en fait, tu y penses, mais en rigolant au final, parce que comme tout à l'heure, tu as dit, sur le coup, ça t'a pas fait rire, mais en fait, c'est l'histoire des mecs qui se... Toilette avec tout le monde à baisse son truc, et c'est drôle au final, quand tu y repenses. Et tout est question de point de vue. Ouais. C'est toi qui modifie ça. Après, c'est chiant si t'as envie de faire pipi et que t'oses pas aller faire pipi avec eux aussi. Ah ouais. Par rapport à la langue, vous avez jamais eu des problèmes, ce genre de choses? Ou ça va? Pour communiquer? Ouais. Non. Il y a toujours moyen de communiquer, même avec des gestes ou avec un sourire en fait, tout simplement. Enfin, je sais que par exemple en Inde, il y a plein de gens qui parlent pas anglais, mais juste tu fais un sourire, ça en dit déjà beaucoup quoi. Ou t'offres un petit truc. Ouais. Il y a plein de communications. En Indonésie, ce qui était drôle, c'était la négociation sur calculatrice. Pour être sûr que les chiffres, on les comprenne, au moins c'est noté sur la calculatrice et les chiffres arabes sont quand même assez internationaux. Donc voilà, et ça c'était rigolo, mais oui, après, toute la communication non verbale, elle existe et ça passe. Ils comptent pas de la même manière, ça va? Si, justement, mais il y a des pays où je sais qu'ils les connaissent pas forcément. D'accord. Du coup, on avait abordé le sujet de la bouffe et de l'eau tout à l'heure. Ouais. Toujours bien passé? Pas bien passé des fois? Non, moi j'ai eu... Ouais, et les moments où tu tombes malade, c'est pas très cool, ouais. Est-ce que moi j'ai des petites anecdotes? Je sais pas. Moi j'en ai pas, j'ai un système digestif au taquet. Tout se passe bien dans ma vie. Après j'ai tout le temps ma gourde, j'ai tout le temps un charbon dedans, ne serait-ce que pour le plus gros, mais après j'ai pas... C'était au Népal, ils font beaucoup des momos, donc c'est comme des raviolis. Et donc la plupart c'est soit à la viande, mais ils en font aussi des végétariens. Sauf que pour eux apparemment ça n'a pas de goût si c'est végétarien. Du coup ils mettent énormément d'épices. Et toi quand t'es pas trop habitué, tu vas aller voir not spicy, ils disent non, not spicy. Et là tu en manges un et tu te dis juste en fait je peux pas manger ce plat, sinon je passe la semaine au lit ou aux toilettes. Et c'était souvent une grosse déception parce que c'est super bon ces petits raviolis vapeur, mais quand il y a trop d'épices et qu'on peut pas les manger, c'est frustrant. C'est à Singapour, j'ai acheté des choses au hasard et parfois ça arrive, c'est rouge vif en mode mais je peux pas le manger en fait. Donc voilà, mais bon, je vois une carte en mode tiens, ça a l'air cool. Ah non, je peux pas le manger. Tant pis. Parce que. Mais bon, après. Moi c'était à Taïwan. C'est bon? Moi c'était à Taïwan. C'était à côté de la capitale Taipei, il y a une espèce de petite vallée où, en fait, qui est reconnue pour récolter du thé et servir du thé en fait. Donc le truc là-bas c'est que tu prends un thé cabine, tu te poses là-bas et après tu vas dans un salon pour boire du thé. Donc je me dis bon c'est l'expérience à faire, on va tenter le truc. Donc je rentre dans un premier salon de thé et là c'est une sorte de restaurant déjà. Pour aller, t'as l'hall d'entrée et ensuite pour aller vers la salle où il y a toutes les tables, c'est même pas des tables en fait, c'est des espèces de
ouf de petits compartiments en fait qui ont tous une vue en fait sur la vallée et tout, c'est hyper beau. Et en fait pour accéder à ces trucs là, tu passes au-dessus d'un lac artificiel dans le restaurant avec des poissons en fait qui passent. Donc je rentre dans le truc, je me dis c'est joli, ça a l'air un peu trop fancy, et là je me fais alpaguer par la serveuse qui est hello, where are you from? Oh, you want the menu of the tea? Et je regarde le truc, déjà je vois qu'il n'y a pas les prix, donc je me dis ok, c'est inquiétant, ok, on va peut-être pas tenter. Donc je laisse le truc de côté, je sors, je vais dans un autre restaurant où là je vois les prix et je me dis ok, ça va, c'est raisonnable, on y va, on se pose, il y a une jolie vue sur la vallée et tout. Je demande un thé du coup traditionnel pour essayer de tester le truc. Et là, elle m'amène une théière énorme. Et moi, j'étais tout seul et je me dis, allez, on va quand même boire le truc un peu et tout. Je commence à boire, je bois une première tasse, je bois une deuxième tasse, je bois une troisième tasse. Et là, je me dis, bon, on va un petit coup faire pipi et ensuite on repart. Je m'exécute, je finis tout le machin. Il restait quand même, 2/3 de la théière, mais bon, tant pis, je suis tout seul. Et il faut quand même y aller. Je pars et là... Vraiment, toutes les demi-heures, j'ai une envie énorme de faire pipi. En même temps, je me perds un moment dans la vallée, c'est le bordel. À un moment, je retrouve les télécabines. Et dans le télécabine, il n'y avait pas de toilette avant le télécabine. Du coup, j'étais là dans le truc en me disant allez, arrive, pitié, dépêche-toi. Donc, c'était marrant. Voilà, au niveau de la nourriture, j'ai été traumatisée en Écosse. Non mais c'est pas par rapport à ce qu'ils mangent, juste on arrive dans un... Là c'était avec ma maman, on arrive dans un bed and breakfast, on est accueillis par un chien et un cochon qui jouent tous les deux avec une balle. Et donc là moi je joue avec un petit cochon et un chien, je les trouve adorables. Et on arrive dans la chambre, et là elle fait bon, demain matin vous voulez du bacon ou de la saucisse? Je suis en mode mais on vient de jouer avec un cochon, je peux pas manger du cochon, c'est pas possible. Et en fait, c'était une ferme et ils avaient des cochons d'élevage et le cochon de la famille. Et c'était, mais comment vous arrivez à faire cette distinction à ce point-là ici? Et c'était assez... Je sais que moi je me souviendrai toujours de on a mangé tes cousins quoi, donc c'est vraiment c'est compliqué. Donc ouais, pour moi ça a été mon plus grand traumatisme culinaire de l'Écosse, manger ce cochon par politesse le lendemain matin, ça a été compliqué. Donc voilà. Par politesse, oh là. Ah bah oui. J'en ai mangé de la viande par politesse dans certains pays. Donc. Ouais. Une fois, j'ai mangé du cœur de vache en pensant que c'était des petits champignons. Non, mais c'était terrible. En fait, c'était un restaurant un peu gourmet, donc en Bolivie encore. Donc, je sais pas, ils nous amènent un truc, puis c'était le nom, je pense, je sais pas, peut-être en quechua, je sais pas. J'étais avec le coach surfeur et moi, je lui dis que je veux pas manger de viande, etc. Et puis, je commence à manger ce truc. Je dis, c'est trop bon, on dirait des petits champignons sur les pommes de terre et tout. Il me fait, non, mais c'est pas vraiment des champignons en fait. Et là, je lui dis, c'est quoi? Il me dit, non, mais c'est de la viande. Alors là, du coup, il voit que je commence à paniquer. Et je suis devenue toute rouge, je l'ai senti. Et du coup, il me dit, non, mais si, c'est des champignons. Enfin, il a essayé de m'embrouiller. Et il a noyé le poisson. Et en fait, en rentrant, il me dit, non, en fait, c'était du cœur de vache, mais je savais pas que tu voulais pas en manger. Et donc, du coup, moi, juste pour moi, c'était le drame quoi, suprême de manger ce truc. Ça m'a bien traumatisée. Mais en fait, sur le coup, j'ai trouvé ça beau. Et du coup, je me suis sentie encore plus coupable. C'est le truc le pire que j'ai à manger, je crois. Mais bon, ça va, c'était pas en pleine conscience. Donc, Oui. Il y a de la viande en Chine, vraiment, c'est assez dégueu en fait. Moi, je sais que c'est à cause de ça que je suis devenu végétarien, parce que vraiment, la Chine et le rapport qu'ils ont avec la viande, c'est assez traumatique en fait. Je me souviens au tout début, ça m'a impressionné et je trouvais ça un peu cool au début. T'as des allées en fait où ils exposent des espèces de carcasses par-ci par-là, et en fait maintenant ça me dégoûte un peu, mais c'est vraiment en fait la manière dont ils cuisinent le truc avec de la sauce comme ça débouillant, enfin c'était trop. Au bout d'un moment, quand on mange ça pendant 1 an et demi 3 fois par jour, non, c'est trop. Voilà. Les boucheries en plein air en Indonésie, je peux te dire que moi j'ai pas touché un bout de viande là-bas, c'est clairement je sais pas si les animaux sont morts vivants là-bas quoi, donc c'est pas possible. Mais bon, après ça fait partie des trucs, mais je pense que on est trop protégés en France.
par rapport à ça, de se rendre compte que les animaux sont des êtres vivants avant d'être dans l'assiette. Alors que c'est vrai que là-bas, tout est en voyage. Souvent, il y a les deux, il y a le vivant et le cuit, côte à côte. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte si ça nous dérange ou pas vraiment aussi. Parce que là, j'étais avec des amis en mode, ils s'en fichent. Donc, clairement, voir la vache et manger leur enfant, pas de problème. Quoi. Donc, c'était encore en Écosse. Je mange beaucoup de viande là-bas. Hein. Voilà. C'est il y a longtemps ça. C'est il y a pas longtemps. L'Écosse, c'était avant le Canada, donc en 2016. D'accord. On est proche de la fin. Est-ce que vous voulez me raconter, s'il vous plaît, si vous avez eu le temps d'y réfléchir, à une histoire un peu what the fuck qui vous est arrivée? Moi, elle est positive, celle que j'ai. Ah, allez. Donc je sais pas s'ils vont nous traumatiser, mais... j'étais en Terre-Neuve en faisant du workaway. On était 3 filles, il y avait une Allemande, une Chinoise et moi. Et on était hébergés par la gérante du café où on était bénévole. Et c'était notre dernier soir tout ensemble. On s'est chacune fait un plat en fait de notre pays, on échange. On passe au dessert. Donc là, il faut s'imaginer, on est dans une toute petite maison dans les bois en Terre-Neuve. Donc il n'y a pas grand monde sur cette île. Devant une cheminée, en train de manger des éclairs au chocolat. Et là, tout d'un coup, moi, je fais dos à la fenêtre. Et il y a du coup l'une des filles qui, là, vraiment, je la vois choquée sur le visage. Et elle fait « There is a moose behind you ». Il y a une quoi? Et en fait, il y avait un orignal à 1 mètre de la fenêtre en train de nous regarder manger. Et juste cet instant à moitié magique en mode on est en train de dîner tout ensemble devant une cheminée et là il y a un bébé, enfin c'était un très jeune orignal en train de, juste curieux, en train de nous observer alors que c'est souvent l'inverse qui se passe, c'est souvent nous qui observons les animaux. C'était vraiment perturbant et moi je sais que vraiment sur le côté c'était ah oui non on est vraiment pas en France hein, clairement parce que des moments on oublie, on prend des habitudes mais non ouais donc voilà je sais que ce moment-là j'ai assez été choquée de voir cette bestiole d'aussi proche, d'aussi près, parce que c'est plutôt un animal qu'on va fuir dans les forêts. C'est quoi déjà un orignal? Un élan, en Europe. Ouh. Donc c'est grand. Ouh. Un bébé, ça fait 1m50 de haut. Et en fait, de loin, dans la forêt, il y avait la maman qui observait. Et celle qui habite là, elle disait « Ah oui, mais c'est les jeunes, ils sont curieux. » Bon, pour eux, c'est normal, tu vois, mais pour nous, ça l'est moins. Donc, c'est l'espèce de gros animal qui fait 3 mètres une fois adulte. Ouais, c'est ça, c'est plus grand qu'un cheval, ça a des gros bois. Et ça a un nez vraiment bizarre, là, en V. C'est un nez en bosse. Ok. Et normalement, si t'envoies sur la route quand t'es en voiture, tu t'arrêtes très loin parce qu'il peut décider de te charger, c'est pareil dans les forêts. Et là, c'est juste, lui, c'est lui, il est tout jeune, il connaît pas encore l'humain, donc il était en train de nous observer. Donc voilà, moi je sais que ce moment-là, c'était un peu, qu'est-ce qu'il se passe ici donc voilà, ça fait partie de ces petits moments rigolos et marquants. Ouais. En histoire marquante, mais j'en ai beaucoup, mais j'en ai une là qui me vient à l'esprit. J'avais dormi dans la jungle en Amazonie et au Brésil. Et en fait, déjà en fait tu dors pas parce qu'il y a tellement de bruit comme tu disais que, moi je faisais des rêves, j'ai l'impression qu'il y avait des animaux qui bougeaient mon hamac. Et en fait pour l'anecdote, on était en hamac sans moustiquaire, sans rien. Donc voilà. Donc déjà en pleine nuit, j'entendais des bruits chelous. À un moment, il y a eu un animal, il y avait un guide. Et il y a eu un animal qui a fait un bruit énorme et moi je me suis dit putain ça y est c'est le jaguar. Donc je guettais sa réaction. Bon bref finalement c'était pas le jaguar mais apparemment il est passé quand même. Mais pas loin parce que sinon il nous aurait attaqué je pense. Et en fait donc j'ai réussi plus ou moins à m'endormir et à un moment je sentais plein de choses sur mon corps et je me dis ah mince il se met à pleuvoir. Et puis je suis en fait c'est peut-être pas de la pluie quoi. Donc j'allume la lumière et là je vois des centaines de fourmis sur tout le corps. Et là je me dis ok reste calme. Donc je commence un peu à les virer, il y en a qui me rentrent dans les oreilles, donc là je pète un plomb. Et en fait là elle commence à tout m'attaquer, donc elle me pique et tout. Donc là en plus il y avait mon père juste à côté, je lui dis surtout ne mets pas le pied par terre. Et là il met son pied par terre et elle me monte dessus. Du coup, je me suis mise à crier. Il y a le guide qui est arrivé, il a pris de la cendre, je sais pas ce qu'il a foutu. Enfin voilà. Mais elles sont restées hyper longtemps. En fait, j'en avais dans les cheveux, j'en avais de partout quoi. Et en fait, parce qu'on avait mangé, on avait fait un petit barbecue entre guillemets. Et en fait, les fourmis, je crois qu'elles représentent peut-être 30% de la biomasse dans la forêt. Et la nuit, elles font les chemins. Elles étaient allées grignoter le poulet que le guide il avait fait.
Et en fait, par terre, il y avait vraiment des milliers, quoi. Donc c'était assez impressionnant. Voilà, c'est la petite anecdote. Et ça t'a fait des traces après, des cicatrices ou... Non. C'était pas des fourmis carnivores, mais D'accord. c'était des fourmis qui piquent, quoi. Enfin, les fourmis en Amazonie, elles sont assez grosses. Donc, Ouais. Donc j'ai passé une nuit sympa. Ouais. Vous avez réussi à dormir après, quand même, ou... Non, moi je me suis pas endormie, non. En plus, il y a mon père qui arrêtait pas de vouloir aller aux toilettes. Je disais attention scorpion. Donc non, j'ai pas fait dormir. C'est dans quel coin de l'Amazonie, par curiosité? Là, c'était dans la région de Manaus, au Brésil. Enfin, Au Brésil. à quoi, peut-être 2-3 heures de Manaus. D'accord, Ouais. Ok, point à éviter, ça marche. Ouais, c'est très sympa. Sans ironie aucune. Hein. C'est vraiment une expérience à Moi je repense quand j'étais au Népal encore et que j'avais très envie d'un massage et quand on se balade dans la rue on voit plein de publicités, massage traditionnel, tout ça. Donc j'ai poussé un peu une porte au hasard et j'ai été découvrir le massage traditionnel. Donc déjà dans une petite salle avec une décoration un peu douteuse de films mal tournés. Voilà, avec une dame qui parlait aucun mot d'anglais et du coup je lui avais montré sur la carte ce que je voulais et là assez violente dans ses gestes à me dire tu t'allonges, tu bouges pas et c'était un moment assez douloureux. Au bout d'un moment elle m'est montée dessus à quatre pattes, elle m'est montée dessus debout, elle me faisait plein de petits mouvements, ça m'a énormément fatiguée et j'étais super huileuse, elle avait utilisé énormément d'huile et quand j'avais compris que c'était fini j'étais et en fait cet établissement c'était comme l'intérieur d'une maison avec une famille dedans. Du coup je suis sortie et là ils m'ont dit va prendre une douche et en fait j'étais vraiment chez eux et du coup j'ai pris la douche chez eux et après ils m'attendaient tous pour boire un thé. Moi j'avais juste envie de partir prendre l'air et là je me suis assise à côté d'eux et on parlait pas du tout de langue commune donc on se regardait en souriant un peu gênés. Le thé était très chaud donc je pouvais même pas le boire vite et partir. Et voilà, j'étais dans leur salon, il y avait des enfants, il y avait plusieurs femmes qui me regardaient un peu de haut en bas et à part sourire, je ne savais pas quoi faire. Mais voilà, c'est une expérience aussi d'aller se faire masser, mais intéressant. Et du coup, je crois pas qu'il y ait trop de règles d'hygiène ou de contrôle qui viennent. Mais voilà, je saurais. J'ai mal au dos en pensant à ton histoire en fait. Rien quand on est content de ton histoire, tu sais, je sens mon dos qui fait ça grimpe de tous les côtés. Ouais. J'ai vu cette moment de gênance, tu sais, où t'es là à dire que fait-on? Ouais. Tu sais, tu fais des petits mouvements avec ton verre genre. Tu prends ton verre, tu les regardes et tu le lèves en même temps en rigolant. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc pour finir l'interview? S'il y a des filles qui nous écoutent et qui hésitent encore, juste qu'elles foncent. Ouais. Parce que c'est sympa d'écouter les histoires des autres, mais c'est vraiment sympa aussi d'en vivre et de pouvoir les raconter par la suite. Merci beaucoup. Merci à toi. Un grand merci à Céline, Eva et Fleur d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode. Merci également à l'Alterostel et à son staff de me laisser enregistrer le podcast chez eux. Et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver d'autres épisodes de Let's Talk Venture sur YouTube, Apple Podcasts, Deezer, Spotify, PodCloud, des archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Vous pouvez m'aider à faire grandir ce podcast en y mettant une note et un commentaire sur YouTube ou iTunes, mais surtout en partageant le podcast et en parlant autour de vous. Je compte sur vous. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ain't it fun? Where you from? You might be the one who's running things.
Ain't it fun? Ain't it fun?